On va tout de suite enchaîner sur la première discussion sur le thème du monde associatif en Suisse romande, ses particularités et les différences entre les cantons. Je vous demande d'accueillir sur scène Sylvie Bonvin-Sansonnance, conseillère d'État Fribourg. Bienvenue, chère madame. Merci. Je vous demande d'accueillir Éléonore Gruffel, consultante pour organisation à but non lucratif. Bienvenue. Et puis, bien entendu, Samy Canaan, qu'on ne présente plus, président de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. Bienvenue. Ce débat va être, cette discussion va être modérée par Nathalie Brodard, bien sûr, la vice-présidente de Tous Unis pour l'enfance. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, je te laisse le micro. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce premier panel où nous allons parler du monde associatif en Suisse romande pour l'enfance, de ses particularités et différences entre les cantons. Comme l'a dit Yvan, mon nom est Nathalie Brodard, je suis la vice-présidente de Tout Unis pour l'enfance et je suis ravie d'être modératrice sur ce panel. D'abord, merci d'avoir accepté cette invitation, on est très bien entourés aujourd'hui. Une de mes premières questions pour vous, c'est pouvez-vous nous donner peut-être un aperçu du monde associatif dans vos cantons respectifs? Peut-être Samy? Vous avez le micro? Oui, alors je crois qu'il marche. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui sur ce champ absolument fondamental. Qu'on a dit, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Le monde n'est pas ultra rassurant en ce moment, donc on a d'autant plus la responsabilité d'essayer vraiment d'aménager notre monde d'une manière aussi rassurante et constructive que possible. Alors j'ai évidemment la double casquette Ville de Genève, culture et numérique, et puis président de la commission fédérale enfance et jeunesse, pour dire que Genève, comme d'autres cantons, a un réseau associatif d'une extrême richesse dans à peu près tous les domaines de la société. C'est impressionnant. Le sport, les loisirs, la culture, la santé, tout le domaine scolaire et parascolaire, les crèches, si je pense aux parents d'élèves par exemple, qui font un travail formidable, et dans plein d'autres domaines, et c'est vraiment d'une vitalité extrême, et je pense qu'on a de la chance, et surtout c'est un potentiel précieux qu'on doit continuer. Et au niveau suisse, si je pense aux fêtières, qui regroupent du coup par secteur, aussi c'est des interlocuteurs indispensables et précieux des autorités à tous les niveaux de notre système fédéral. Très bien, merci. Sylvie, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport au canton de Fribourg? Peut-être oui, par rapport au canton de Fribourg, qui est un canton comme les autres en ce qui concerne la politique de l'enfance. Il faut savoir que selon la constitution suisse, c'est d'abord les parents et la société civile qui ont la mission de s'occuper des enfants et des jeunes. Et la Confédération, les cantons, les communes sont là en subsidiarité de ces premiers responsables, on va dire. Le canton de Fribourg, effectivement, répond à cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'il est subsidiaire pour les parents, pour les bénévoles, pour les associations. Et il est aidé en cela, notamment par d'autres organismes comme la Loterie romande, qui fait aussi beaucoup dans les cantons de Suisse romande pour les associations multiples d'enfants, mais aussi pour la culture en général. Donc le canton de Fribourg a un énorme enjeu dans la politique pour l'enfance et la jeunesse, notamment aussi en raison de son bilinguisme. On constate aussi que chez nous, on voit bien la différence de culture entre les germanophones et les francophones. On est un petit laboratoire suisse. Les germanophones, les communes germanophones sont très très actives. On le voit aussi pour les écoles. Les communes germanophones veulent s'occuper de leurs enfants avant l'État. Et ils sont très, très actifs au niveau communal, en tout cas dans la partie germanophone de notre canton. Merci. Peut-être, Éléonore, vous avez une vision un peu plus large d'un point de vue suisse romand et suisse allemande. Peut-être que vous pourrez nous commenter par rapport à ça. Alors évidemment que chez moi c'est différent puisque je suis côté des associations, donc pas du tout du côté politique, mais je peux souligner ce que vous dites. Ayant habité 20 ans en Suisse allemande et mère de 2 enfants de 25 et 20, c'est vrai qu'il y a une grosse différence dans la perception des choses, mais aussi des associations, aussi comment elles se forment. Je peux aussi souligner ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, c'est très actif et
je trouve, et je tire mon chapeau à chaque personne et à chaque organisme qui se crée aussi pour l'enfance, parce que si c'est aussi le rôle des parents de s'occuper de leurs enfants et de faire en sorte qu'ils aient les conditions, puisque c'est notre avenir. J'avoue que c'est pas une chose toujours très facile de créer une association, et je voulais juste ajouter peut-être quelque chose qui est peut-être hors sujet. C'est vrai que on est en Suisse, on est dans un monde beaucoup plus insécure qu'il y a quelques années, mais il faut même l'avouer, il faut le dire aussi, et il faut se l'avouer à nous aussi, c'est qu'il y a beaucoup de moments dans l'enfance ou pour les parents qui ont des enfants où on est très livré à soi-même et, comme on dit en allemand, überfordert, dépassé par les événements. Et moi-même, maman de 2 enfants dyslexiques, je vous avoue que je comprends tout parent qui a un enfant de le handicap ou des enfants qui ont des petits handicaps scolaires comme on a. Il y a beaucoup de moments où encore on se sent très seul, d'où les associations. Voilà. Merci beaucoup. Si maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire des défis spécifiques en fait auxquels les associations sont confrontées en termes de pérennité de leur action? Quels sont les défis aujourd'hui? À la fois, il y a le défi, je dirais, qui est permanent dans le bénévolat, c'est le renouvellement, maintenir les vocations et les renouveler. Ça demande beaucoup d'énergie. Et la partie la plus, disons, importante du bénévolat n'est pas la plus visible. C'est toutes les personnes qui assurent en quelque sorte la gestion des associations au sens large. Quand ça marche, personne ne le remarque, façon de parler. Et c'est quand il y a des problèmes qu'on le remarque. On trouve assez facilement des bénévoles pour des événements ponctuels. Si je vois par exemple la culture au sens large ou le sport, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens qui finalement font vraiment un travail de gestion au sens large, mais bénévolement. Donc je dirais que le plus grand défi, alors qui est plus récent, c'est que on a dit le monde est plus complexe. Il y a un enchaînement d'exigences beaucoup plus élevées qu'avant sur le plan financier, juridique. La responsabilité en cas de pépin, même si ce n'est pas votre faute quand vous êtes membre du comité, si un pépin quel qu'il soit, une malversation, une erreur comptable, pire peut-être un abus une fois dans une structure quelle qu'elle soit, vous êtes responsable en fait devant la loi, et parfois c'est un choc pour les comités concernés. Et donc on doit les accompagner pour ne pas les décourager. Parce que sinon vous dépendez de la chance d'avoir ou pas un avocat dans votre comité par exemple, ou un expert fiduciaire, ou voilà. Et donc je crois qu'on est toutes et tous d'accord, on a besoin vital de maintenir cette vie associative avec beaucoup de bénévolat. Et donc on est en partie déjà dessus, mais on doit vraiment accompagner, essayer de limiter un petit peu les exigences, je dirais pour simplifier, bureaucratiques, mais nous-mêmes autorités, les couches de contrôle ont augmenté. Donc c'est un peu un enchaînement comme j'ai dit avant. Donc là, il faut vraiment une attention particulière pour que le réseau perdure. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, alors je n'ai pas le point de vue des associations, j'ai le point de vue d'un canton, mais on constate que dans le canton de Fribourg, le tissu associatif constitue un maillage très serré, très dense. Ce qui manque peut-être, c'est peut-être avoir une vision d'ensemble, et puis éviter les redondances, et puis pouvoir être immédiatement engagé dans des situations. Donc c'est peut-être là où la connaissance du terreau va devenir très importante et de plus importante. Avant, tout le monde se connaissait. On voit le canton de Fribourg reste quand même un canton rural. Néanmoins, aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacements. Les gens changent d'endroit, déménagent et ils ne retrouvent pas forcément les mêmes organisations que là où ils étaient. Donc, il y a un gros travail d'information, de communication et de réseautage. Et c'est là peut-être où on peut intervenir en fait Tous Unis pour l'enfance avec cette plateforme en fait pour les différentes associations et qu'on puisse se retrouver de manière plus facile. Éléonore, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, d'abord je voulais dire quelque chose de très, très terre à terre. C'est vrai que d'une manière générale, c'est une association, ce sont des gens qui travaillent de manière bénévole. Donc c'est un engagement qui se fait sur la longue durée et c'est un engagement que quand on est soi-même concerné, qu'on sous-estime complètement. Comme on en avait discuté lors de notre entretien il y a quelques semaines, il faut se dire que quand on crée une association, souvent, soit on est concerné, ou on a un membre de sa famille concerné, ou on est très, très touché par une cause. Et parfois,
on peut dire aussi qu'on est un petit peu la tête dans le guidon. Et qu'on ne se pose pas toutes ces questions que vous venez d'évoquer, justement ces problèmes, cette structure qu'il faut avoir, ces outils, ces règlements, cette responsabilité qu'on a en fait, qu'on a mais qu'on ignore et que beaucoup de gens ignorent malheureusement, même au niveau de, si vous avez une fondation, donc il n'y a pas que les associations, les fondations, et c'est là qu'ils arrivent chez nous, si j'ose dire, des fois un petit peu trop tard si on ose dire. Et ce qu'on constate beaucoup, et ça fait très mal parce que même quand on est consultant, on ne se dit pas on va faire des budgets, mais on se dit voilà, est-ce que cette association a un avenir, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, mais on les coach énormément en fait. C'est vraiment c'est du coaching, on leur donne des instruments, mais on essaie de leur donner une vision beaucoup plus sur l'avenir. Vous l'avez aussi dit, c'est les redondances. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait des fois un peu stopper, où on essaie aussi de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres qui faisaient ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'unir pour faire les choses, être beaucoup plus pertinent, percutant et puissant? Parce que c'est ça, finalement. Et il y a une chose qui a été dite aussi dans un des discours, c'est que si vous faites une association, c'est que vous avez identifié un problème. Et ça, c'est très clair. Vous l'avez identifié. Et sans problème, il n'y a pas d'association. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, si j'ose dire, par l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État aussi, vous avez des lois, c'est peut-être des fois un petit peu plus lent. Et c'est comme ça qu'on encourage beaucoup les associations, en leur disant, mais c'est percutant, vous avez vraiment identifié quelque chose. C'est vrai, il y a du travail là-dedans. Et il faut vous dire, il ne faut pas se mettre contre nos autorités. C'est parce qu'elles ont assez à faire. Et en fait, comme en philanthropie, comme beaucoup de fondations, on dit souvent, vous avez la puissance, vous avez la liberté de commencer et d'innover. Et c'est comme ça aussi souvent qu'il faut voir les choses. Quand vous créez une association, vous aimeriez avoir un impact, vous aimeriez avancer, vous aimeriez faire changer quelque chose. Et vous allez le montrer aussi aux autorités. Excusez-moi, c'est pas qu'ils veulent vous enseigner, mais vous pouvez pas tout faire. Sylvie, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être par rapport à ce que vient de dire Eleanor? Oui, je voulais revenir sur la notion de silo. On sait aujourd'hui qu'on a développé beaucoup de silos dans tous les domaines, et cette problématique des silos s'est ressentie dans l'école fribourgeoise. Je ne m'occupe pas de l'action sociale dans mon canton, mais de la formation et des écoles. Et on s'est aperçu, en cas de difficultés chez un enfant à l'école, nous avons mis en place un service de médiation. Ce sont des enseignants qui étaient formés pour cela. Puis en fait, on s'est aperçu qu'il manquait une grosse part de soutien potentiel, parce qu'un élève, ça n'est pas qu'un élève, c'est aussi le fils d'eux, c'est aussi le frère d'eux, c'est aussi le joueur des juniors de l'équipe du village, c'est aussi un enfant qui fait du vélo avec ses copains sur la place de jeu. Et tout ça, l'école n'avait pas de prise sur cette partie-là de nos élèves. Donc c'est pour ça que le Grand Conseil fribourgeois a proposé et a voté la création de 45 EPT de travailleurs sociaux en milieu scolaire. Ils font un peu la même chose que les médiateurs d'autrefois, simplement eux, ils ont accès aux places de jeu du village, ils ont accès aux sociétés locales, ils ont accès aux familles, et ce qui permet de nous occuper des enfants de manière globale dans toutes ces facettes. Et on voit que ça a résolu énormément de soucis dans les écoles où ils sont déjà maintenant implantés, notamment en termes de harcèlement. Et c'était vraiment le maillon qui nous manquait pour pouvoir prendre soin de nos élèves voilà, sous toutes ces faces. Est-ce qu'il y a des actions qui sont organisées ou des initiatives entre les cantons, qui sont conjointement menées entre les différents cantons? Oui, alors les conseillers d'État en charge de la formation et aussi de la partie sociale se réunissent dans des conférences où on partage nos problèmes, nos soucis, nos idées. Oui, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Chaque canton a aussi sa manière à lui de résoudre les problèmes, sa structure administrative, donc évidemment que des solutions ne sont pas adaptables partout. Mais c'est vrai qu'on échange beaucoup, on voit qu'on a beaucoup de problèmes communs et transversaux. Mais est-ce que c'est plus facile de créer une association, une fondation à Fribourg, ou plutôt à Genève, ou dans le canton de Vaud? Alors ça, je ne peux pas juger des autres cantons, parce qu'on s'aperçoit aussi que l'État a lui-même créé des associations avec la société civile pour répondre à certains besoins. On s'aperçoit que l'État a repris à son compte des associations qui avaient été créées par la société civile en l'étatisant. Il y a eu
toutes les formes de collaboration, de transformation, quand on a vu que l'État, au lieu de créer une nouvelle association, eh bien, elle s'est appuyée sur une société, sur une association qui existait déjà. Nous subventionnons et nous donnons mandat à énormément d'associations qui comptent à la fois des professionnels et des bénévoles pour nous aider. C'est justement la question que je voulais poser. Peut-être, Samy, vous pourriez revenir par rapport à ça, au niveau du canton et des financements et supports aux associations. Alors effectivement, je crois que créer une association en tant que telle, c'est facile dans tout le pays. On est dans un pays qui est juridiquement et pratiquement... En fait, il faut être 3 personnes, puis se faire donner des statuts. Après, il faut réfléchir un petit peu dans la durée, c'est-à-dire quel est le but au-delà de l'impulsion initiale. Vous l'avez très bien dit, souvent les gens sont concernés par le sujet, ce qui est très bien. Ça donne une vraie motivation et une légitimité. Mais il faut pouvoir... Puis parfois un petit peu regarder s'il n'y a pas déjà des associations qui font le même travail. Parce qu'on est un pays très riche, mais du coup parfois, tant qu'ils arrivent à s'organiser entre elles, ça va, il ne faut pas qu'elles se marchent sur les pieds, parce que ce n'est pas bon pour la cause. Mais voilà, il y a la liberté d'association, et donc on peut avoir une sensibilité différente sur le même sujet. Maintenant, Mme Mouvin l'a dit, pour les collectivités publiques, les associations, c'est un partenaire fondamental dans plein de formes différentes. Parfois très direct, c'est-à-dire c'est vraiment dans la délégation de tâches du service public pour impliquer souvent les usagers et usagères, par exemple dans les crèches, ou simplement comme partenaire pour gérer des tâches de manière plus autonome peut-être et plus flexible. Et du coup, c'est vrai que dans nos budgets, que ce soit le social, le sport ou la culture, pour prendre ces 3 grandes rubriques, il y a beaucoup d'argent qui va à la vie associative depuis les tout petites aux toutes grandes, en général parce qu'il y a une reconnaissance de l'intérêt public de leur activité, ou d'une partie de leur activité, il peut y avoir des distinctions. Évidemment, du coup, il y a aussi un lien qui souvent est dans la durée, on essaie de faire des conventions pluriannuelles. Dès qu'une entité a une certaine durée et stabilité, ça permet de fixer des objectifs communs sur plusieurs années, parce que nous, on est obligé d'avoir un reporting après, c'est de l'argent public quand même. Ça peut évoluer dans le temps, il peut y avoir des fusions. Nous, on est assez demandeurs de mise en réseau. D'ailleurs, ce que vous faites aujourd'hui, ça y participe. Parce que sur un même enjeu, il peut y avoir plein d'acteurs différents. On leur demande parfois, de notre point de vue, de se mettre ensemble. Puis alors, au niveau fédéral, évidemment, les grandes fêtières, si je pense par exemple au Conseil suisse des associations de jeunesse, le XAJ, il y a les équivalents cantonaux. Je veux dire, Fribourg, je crois que c'est Frisbee. Il y a le Glage vaudois, le Glage genevois. Pour les autorités, c'est extrêmement précieux d'avoir des fêtières. Ça permet quand même d'organiser une discussion peut-être plus approfondie et plus structurée. Ça n'empêche pas les sensibilités sur le terrain. Mais c'est vrai que sans le monde associatif, une bonne partie de l'action publique ne se ferait pas. Éléonore, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce sujet ? Particulièrement, vous avez juste parlé des associations fêtières. Je suis aussi pour le fait qu'il faut s'unir pour être beaucoup plus fort, plus puissant et beaucoup mieux entendu. Je vais rester très pratique. C'est vrai que avant de créer une association, c'est bien de savoir si ça se fait aussi autre part. Il faut se dire malgré tout aussi que pour qu'une action soit efficace, il faut que son message soit bien perçu, soit bien formulé, soit clair. Et ça demande quand même je ne veux pas dire qu'il faut se former, mais ça demande quand même des connaissances qu'on ne réalise pas tout au début. Et ça, c'est souvent un petit peu le problème des associations. Vous venez de parler d'associations fêtières. Moi, je suis aussi beaucoup dans la collecte de fonds, parce que vous savez que vous vivez aussi de fonds publics, de fonds privés, de vos membres. Oui, vous pouvez être 3 pour former une association, mais quand même une association, ça vit par une assemblée générale. Donc directement, c'est toujours fondation, association. Alors, on fait des associations, mais on n'a pas vraiment des membres. Bon, ça, c'est une autre question. Quand vous êtes dépendant quand même de fonds, vous ne vendez pas de prestations, vous êtes dépendant de dons. C'est vrai que quand vous avez des associations fêtières, il faut faire aussi attention comment est-ce qu'on se finance, est-ce qu'on ne se marche pas dessus. Et c'est bien qu'on soit unis, et ce n'est pas toujours facile de s'unir. Donc je pense que c'est aussi un thème qui doit être discuté, parce qu'il peut y avoir des petites différences. Moi je dis ouais non mais moi je vois l'enfance comme ça, moi je vois ce problème là comme ça, moi je veux traiter ce handicap comme ça. Donc j'ai aussi envie de dire il y a plusieurs manières, mais essayez de vous unir quand même. Mais je pense que c'est pas si facile que ça. Mais vous allez peut-être me dire. Non. Moi je voulais savoir en fait comment est-ce que les associations pouvaient-elles diversifier leur financement. Est-ce qu'il y a des idées, des sources, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces associations ?
Allez-y, je vois. Alors, il y a un panel de sources qui sont relativement classiques et qui fonctionnent bien. Il y a bien sûr la collecte publique, si le projet est reconnu. Il y a la loterie romande, Madame Bonvin l'a cité, qui est absolument incontournable, qui est précieuse, qui joue un rôle, mais alors structurant, je dirais, parce que sans la loterie romande, il manquerait beaucoup d'activités, enfin on aurait de la peine, beaucoup de peine. Ou alors il ne faudrait pas lier nous les collectes publiques, puis ce serait compliqué. Après, il y a toute une série de fondations. Beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises créent des fondations caritatives au sens large. Mais comme vous l'avez dit, Madame Truffel, il faut mettre en relation, c'est pas évident. Et quand on a une petite association qui a déjà beaucoup de travail avec sa propre activité, de faire en plus le travail de recherche de fonds, qui est objectivement complexe, parce qu'il faut savoir que ces fondations, évidemment, reçoivent aussi beaucoup de dossiers. Donc c'est pas évident. Donc c'est vrai que gérer une association qui a des ambitions, disons, de financer les activités aujourd'hui, c'est... Vous avez parlé de formation, c'est juste, c'est au sens large formation, c'est-à-dire il y a des outils, il y a des sensibilisations à faire pour être plus pertinent, disons, efficace et retirer la satisfaction. Parce qu'effectivement, c'est pas anodin de trouver l'argent, c'est pas impossible, on est un pays riche, mais il y a aussi beaucoup de projets qui doivent être financés. Donc il y a des tentatives, heureusement, de mettre plus en relation les financeurs et les demandeurs. Mais honnêtement, il y a quand même une sacrée concurrence aussi, hein, je veux dire. Et puis les entreprises, elles-mêmes, parfois, elles donnent, mais ça peut être aussi assez aléatoire. Une entreprise peut aussi vite changer de préférence. C'est mon métier. Oui, je me m'étais formée à ça. Alors, juste pour se financer, c'est vrai qu'un petit coin de pub, on a à Genève quand même, à la HEG, un CAS, un CAS en collecte de fonds. Ceci dit, quand vous voulez financer quelque chose, souvent les gens ils arrivent et ils disent voilà j'ai ça et ça à financer, il me faut tant parce qu'on ne peut plus, on est fatigué, on travaille bénévolement et on aimerait avoir des fonds. Parfois il faut aussi commencer un petit peu en amont de la collecte de fonds et de travailler sur des outils de communication, de positionnement, benchmarker un peu dans le canton, dans la ville, mais aussi on regarde dans toute la Suisse. S'inspirer d'autres bons exemples. Ça, c'est la première chose. Diversifier ses financements, c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas faire autrement que diversifier. Quand vous êtes une association, vous pouvez avoir aussi des prestations de services. Vous pouvez avoir des prestations de services, comme vous l'avez très bien dit, qui sont des fois aussi, qui peuvent être prises en charge par des assurances invalidité, ou des programmes que vous déléguez à des associations ou à des fondations. Ça, c'est très clair. Il y a beaucoup de fondations, on a 13 000 fondations en Suisse, dont 6 500 sont donatrices. Il y a énormément d'argent, il y a aussi beaucoup d'argent dans l'État. Je peux vous dire que les fondations ne sont pas le plus grand donateur, hein. Non, c'est vraiment l'État, excusez-moi, mais il faut revenir là-dessus quand même. Donc c'est un gros travail, c'est un travail de titan, c'est un travail de Sisyphe, parce qu'il faut recommencer chaque année. Et c'est vrai que... de s'associer, je reviens là-dessus, je pense que c'est plus facile aussi de financer parce que le A et le O de la recherche de fonds, c'est d'avoir vraiment une bonne gouvernance, d'avoir des messages qui sont clairs, d'avoir une mission qui est claire et de bien se positionner. Et c'était aussi la question sur la pérennité. C'est vrai qu'une fondation qui est bien organisée avec des instruments très clairs, des règlements, des statuts, un comité diversifié aussi, si j'ose dire. Ça, c'est très important pour une association d'avoir un comité fait de personnes de différents métiers. Il ne faut pas seulement être spécialiste dans le handicap, mais il faut avoir un avocat, il faut peut-être avoir un médecin, il faut être très diversifié, il faut être bien assis. Voilà. Et ça, c'est aussi la pérennité d'une organisation et qui vous mène aussi à un bon financement. Merci beaucoup. Sylvie, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point ? Non ? Ok. Comment est-ce que les associations pourraient-elles influencer, ça c'est pour vous, les politiques publiques en faveur de l'intérêt de l'enfant ? Alors, j'ai l'impression que tout mon travail est orienté vers l'enfance, puisque je m'occupe de plus de 50 000 jeunes et enfants de mon canton de Fribourg. Alors, comment l'influencer? Je pense que c'est en général, en tout cas, si je vois au sein du gouvernement fribourgeois et en faisant un petit peu un retour en arrière, je constate que
que chaque fois les politiques ont été sensibles à la cause de l'enfance. Et je pense que c'est une des tâches du reste régalienne d'un État, c'est de s'occuper de ces jeunes, non seulement de la formation, mais aussi de leur bien-être et de leur santé. Peut-être qu'aujourd'hui, les nouveaux défis, c'est peut-être plus qu'une aide à l'enfance, c'est une aide à la parentalité. On constate que les jeunes parents aujourd'hui ont devant eux des petits êtres très étranges, très complexes, et je pense que la politique doit aussi maintenant s'attacher à leur offrir du soutien, des conseils. On le voit notamment avec l'utilisation des mesures et des écrans qui causent beaucoup de soucis plus tard. Et je pense que là aussi, la politique doit les aider. Et puis il y a une tranche d'âge qui me fait souci également, c'est l'adolescence. Les adolescents d'aujourd'hui, on va dire, voilà, peut-être que dans toutes les générations on le disait, mais je pense quand même qu'après le Covid, c'est une tranche d'âge qu'il faut choyer vraiment, et qu'il faut être attentif un peu à ce qui se passe chez ces jeunes-là, notamment les jeunes filles qui sont très sensibles actuellement. Donc voilà, c'est la parentalité et l'adolescence, peut-être deux défis pour demain. Samy, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'on peut en faire mieux, parce qu'en fait, l'enfance et la jeunesse sont clairement des priorités de l'action publique. Maintenant, évidemment, comme souvent dans notre pays, le charme du fédéralisme a aussi ses limites, c'est que c'est un des domaines les plus répartis. En fait, c'est des compétences cantonales et communales qui varient en plus d'un canton à l'autre. Enfin, en Suisse alémanique, par exemple, les communes ont encore plus de rôle qu'en Suisse romande. Et donc la coordination, elle existe. Vous avez parlé des conférences intercantonales qui sont fondamentales, CDIP et CDAS. Il y a des organismes fêtiers. Mais du coup, la Confédération a un rôle subsidiaire, et on a vu avec la crise du Covid qu'on a un vrai défi avec notre enfance dans notre pays. Le taux de consultation psychologique explose. Enfin, tous les indicateurs sont très inquiétants. Et pourtant, on a un pays qui a des ressources, des compétences, la volonté. Je crois que personne ne va contester l'importance. C'est pas simple, hein, les réponses. Entre l'éco-anxiété, la perspective d'un marché de l'emploi qui est quand même très vague pour l'instant, la numérisation... les adultes ne sont plus en mesure de faire la transmission aux générations futures au sens large du terme, parce que ça va tellement vite. Et donc il y a un énorme défi. Moi je suis impressionné de voir comment certains enfants ont à la fois une maturité sur les problèmes du monde, tout en étant des enfants qui auraient le droit à l'innocence et encore ne pas se préoccuper des problèmes du monde. Et là on est toutes et tous concernés. Là je pense qu'il y a encore un peu de créativité et d'imagination à montrer. Donc effectivement, dans notre pays, heureusement d'ailleurs, le milieu associatif, quand il interpelle les autorités, il n'obtient pas forcément immédiatement 100% ce qu'il demande, mais il y a en tout cas un dialogue. On est un pays de dialogue, ce qui fait parfois que c'est lent aussi, parce qu'on prend le temps, on consulte, on discute. Mais si une association interpelle par exemple des députés cantonaux ou communaux, c'est rare qu'ils vont ignorer l'appel. C'est encore beaucoup mieux si elles se coordonnent entre elles, si c'est un groupe d'associations. Je veux dire, aucun élu va ignorer. Après, on peut discuter si on est d'accord ou pas. La confection des lois se fait en général quand même en consultation avec les milieux concernés. Enfin, un élu qui ignorerait complètement le mouvement associatif, il fait pas très long. Hein, elle fait pas très long. Donc, mais après, il faut arbitrer, parce que sur un sujet donné, on peut avoir des divergences de vues. Par exemple, sur des troubles psychologiques. À Genève, on a eu cette terrible crise autour des foyers de l'autisme et autres troubles de l'enfance, où là, tout à coup, il y avait des opinions très divergentes. Là, il faut aussi trouver moyen de maintenir le dialogue. Mais je voulais ajouter encore une chose, et là, c'est vraiment ma casquette fédérale. Encore maintenant dans ce pays, on n'accorde pas assez d'importance à la participation des enfants eux-mêmes à la discussion. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais c'est précieux de les écouter, sans leur donner trop de responsabilités, bien sûr, mais de les intégrer parce que c'est extrêmement, vraiment instructif, passionnant, intéressant. Et nous, par exemple, au niveau local, on a des projets de choix d'œuvres et de livres. Et c'est passionnant de les voir apprendre aussi à échanger, à discuter. Et ça, il y a encore un progrès à faire sur la participation des enfants et des jeunes aux affaires qui les concernent. Merci beaucoup. J'ai encore 1000 questions, mais le temps court. J'ai une dernière question pour vous trois. Dans un monde idéal, comment est-ce que vous voyez, parce qu'on est aujourd'hui à la journée des associations pour l'enfance, comment est-ce que vous voyez l'avenir associatif en Suisse romande ? Peut-être vous pouvez commencer, Samy, puis ensuite passer le micro à Eleonore.
aussi, disons, aussi riche et diversifié et actif et reconnu que possible. Je pense qu'il y a ce qu'il faut et il faut qu'on prenne les mesures pour qu'on continue à en bénéficier dans toute cette richesse et cette contribution absolument essentielle. Merci. Éléonore? C'est une grande question. Mon souhait, c'est d'avoir des organisations qui sont motivées, pérennes, qui ont de l'énergie, peut-être, qui sont bien organisées et qui sont avec une participation des bénéficiaires, dont les enfants. Ça, j'avoue que... Mais j'avoue que je suis très étonnée aussi de la manière dont les jeunes aussi sont concernés par le monde actuel. Alors là, c'est vraiment du terrain en tant que maman. Et je suis vraiment pleine d'admiration. Et je le vois plus me dire que je crois que mon monde idéal, c'est où vraiment les gens sont concernés par cette période de vie essentielle, mais aussi qui est extrêmement difficile. Aussi bien pour les enfants, les jeunes, les adolescents, les crises qu'ils peuvent traverser, que pour les parents aussi, qui soient plus forts et des fois soutenus. C'est le seul métier qu'on n'attend pas, qu'on n'apprend pas. Merci. Mon souhait serait que les enfants d'aujourd'hui qui bénéficient des soutiens de tous ces milieux associatifs et puis de tous ceux qui ont un entraîneur de faute ou une prof de musique le deviennent aussi eux-mêmes plus tard, et peut-être que des enfants d'aujourd'hui prennent nos places dans quelques années parce qu'ils auront toujours maintenu vivant cette flamme du bénévolat, du soutien, de l'aide à autrui. Merci beaucoup. On aura encore tellement de choses à discuter, à échanger. C'est une discussion qui est très vague. Merci pour votre intervention. Je retiens donc la bonne gestion des associations, la pérennité, le côté aussi de regroupement peut-être, ou de s'informer sur les coordinations qu'il pourrait avoir, et puis une bonne gouvernance de ces associations. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de l'implication peut-être un peu plus des enfants dans le monde associatif, parce que comme le dit très bien Antonio, ils sont notre avenir. Donc merci à vous trois et bonne continuation des conférences aujourd'hui. Merci infiniment Nathalie, merci à vous tous les intervenants, quel plaisir